là, nous deux. Là, on est comme deux enfants à se parler. Je pense que de garder cette âme-là... D'ailleurs, on s'en débarrasse jamais vraiment. Il y a des gens qui veulent devenir adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment enfantin qui est en nous. En fait, je pense que c'est assez sage, au contraire, de garder cet esprit-là d'enfant, de s'émerveiller, de douter, d'être fragile. En acceptant sa fragilité, on acquiert une certaine force. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. J'ai été mis en contact avec mon invité d'aujourd'hui il y a maintenant 2 ans. C'était grâce à mon réseau belge. Et cette semaine, j'ai donc le plaisir de l'avoir au micro de Pause. Je vous emmène à la rencontre d'un pilote de course, mais aussi d'un comédien, d'un réalisateur, ainsi que d'un écrivain et même d'un entrepreneur. Rien que ça. Nous allons avec lui parler d'hédonisme, de failles, de passion et d'alignement. Né à Bruxelles, on peut dire que l'école ne le passionne pas du tout. Mes 2 rêves se dessinent assez jeunes, la comédie et la course. Entre ces 2 rêves-là, il a fait le choix de ne pas choisir. Et commençant tout d'abord par la course dans les années 80 jusqu'à devenir champion de Belgique en BMW Compact Cup, c'est dans les années 2000 qu'il passe des pistes au studio. D'abord chroniqueur, il passe ensuite au petit écran avant de s'attaquer au cinéma et de conquérir le monde francophone grâce à son humour qui mêle Desproges et Raymond DeVos. Le temps d'une pause, il revient avec nous sur ses 1001 vies. Bonjour Stéphane de Groot. Bonjour. Comment tu vas ? Mais quand il s'agit de mettre sur pause, je pense que ça va mieux toujours, parce que j'ai jamais l'occasion de le faire. En fait, je crois que c'est ça aussi. Quand j'ai parlé à tes proches, en fait, tu recherches certainement pas la pause. Toujours un pied dans le vide, t'aimes ce pied dans le vide, en fait. Oui, alors c'est pas tant l'idée de tomber dans le vide. Je suis pas un trompe-la-mort. C'est marrant, je voyais encore il y a 2-3 jours des gens qui escaladaient des montagnes de fous, où il y a toujours une notion vraiment de mort qui est très proche. Moi, c'est plus... Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si je le dis d'ailleurs dans ma pièce de théâtre, c'est que si on arrête de pédaler, on tombe. Donc je pédale, mais j'aime bien pédaler. Alors, j'aménage des vélos, C'est une image que tu donnes d'ailleurs. Tu dis, en fait, il n'y a pas de présent. C'est ce que tu dis dans la pièce. C'est que ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de présent, il y a un passé et un futur. Bien sûr. Mais le présent passe tout de suite. Oui. Donc, c'est ta image du vélo, en fait. C'est ça, absolument. Exactement. C'est cette inertie. Et je pense que j'ai besoin de cette inertie. J'ai besoin de ce mouvement pour me sentir... vivant, tout simplement. Parce que tu faisais la description de tout ce que je faisais, et il y a une image qui me venait en me disant, mais en fait, c'est pas tant que je fais tout ça, c'est que je suis, à travers ça, je reste vivant, voilà. Je t'ai présenté en te qualifiant d'humoriste, de comédien, réalisateur. Parfois, quand moi je me présente, je dois arriver à condenser tout ce que je peux faire en une chose. Toi, c'est quoi cette chose ? Si on est aux États-Unis tous les deux, des gens ne te connaissent pas là-bas, ils disent, mais qui es-tu, Stéphane ? Tu dirais quoi, toi ? Alors, plutôt que de reprendre ce que je viens de te dire en disant simplement je suis un vivant, je pense qu'il y a une notion d'hédonisme là-dedans. Je suis un hédoniste. Pour préciser ma pensée, c'est de faire du plaisir le but de ma vie. Et donc ça passe à travers... Mais c'est de prendre du temps pour ça, parce que souvent plein de gens aimeraient ça, tu sais, d'arriver un peu au moment où tu fais les choses que tu as envie, où en plus t'es bon, ça te qualifie assez bien. Tu arrives à un moment aujourd'hui de ta vie à faire tu vois, ce moment absolu qui est là où t'es bon, ce que t'aimes faire. Oui. C'est ça la perfection de l'hédonisme d'une certaine manière. Oui, absolument. Toi, à quel moment tu as commencé à toucher ça ? Ce moment où tu pouvais ? Le jour où j'ai écouté Brel. Ma mère s'est remariée avec un médecin brillant. Il voyait bien que j'étais aspiré par d'autres envies que celles qui étaient habituellement celles de gens de cet âge-là. J'étais adolescent. Et très vite, il a vu qu'effectivement, je voulais être pilote de course, que je voulais être comédien, que je voulais être astronaute, pompier, que je voulais être plein de trucs. Et donc, il s'est dit, OK, celui-là, il va pas aller dans un parcours scolaire classique. Et donc, il avait compris ça. Et c'était quoi son prénom à ton beau-papa ? Jean. Merci, Jean. Hein. Jean, ouais, merci, Jean. Et un jour, il m'a filé un 33 tours. Il m'a dit, tiens, écoute ça. C'était Jacques Brel. Laquelle ? C'était tout, enfin c'était avec, il y avait, je pense que c'était l'album sur les Marquises, son dernier album. Puis après j'ai tout écouté et je me suis dit mais non seulement c'est un chanteur, c'est un philosophe, c'est un sage,
Et c'est à travers ses paroles, sa manière d'être aussi, sa manière de raconter la vie, que je me suis dit, mais au fond, il a tout à fait raison, il faut se lever, il faut aller quelque part, il faut se planter. Ça repousse toujours, en fait, quand on se plante. Et cette notion cette idée de rester assis me semblait soudainement insupportable. Stéphane, pour préparer ce moment avec toi, on a parlé avec différentes personnes assez proches, et puis on leur a demandé certains de nous donner des pauses amicales. Et on va écouter la première pause amicale. Bonjour Stéphane. Alors, j'ai une question existentielle que tout le monde se pose. Pourrais-tu nous dire si tu te teins les cheveux? Bon, t'as reconnu? Oui, c'est mon amie, ma sœur, Sybille. Voilà. Alors j'aime bien commencer par une question comme ça, parce que... C'est drôle. Non, mais ça me fait rire parce que ça fait écho à... Alors, c'est une bêtise, c'est tellement ridicule, mais en même temps, ça dit quelque chose. Pourquoi ça dit quelque chose? C'est que j'ai un de mes amis qui se fiche de ma pomme en me disant, effectivement, j'ai pas beaucoup de cheveux gris et j'ai 57 ans, et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu te teins les cheveux? J'ai dit, mais je me teins pas les cheveux. Et je crois que ça fait 3-4 ans que je lui dis que je me teins pas les cheveux. En revanche, je pourrais c'est facile pour moi de dire que je me teins les cheveux. Je suis comédien, donc sur un tournage, je pourrais dire que je me teins les cheveux. Donc je m'en fiche, mais alors là, un point. Et ça exprime autre chose. C'est que cet ami n'en démord pas. Et j'ai beau lui dire non, et il revient à la charge avec ça. Alors, cette teinture de cheveux dont tout le monde se fiche, traduit autre chose, ça veut dire autre chose. Donc non, je me teins pas les cheveux, et j'ai la chance d'avoir cette génétique-là. Alors, c'est vrai que tu as une barbe qui est grisonnante, oui. Mais j'en vois quelques-uns, mais en effet, je vois pas de teinture, en effet. Non, mais comme quoi, il y a des gens qui sont quand même occupés et intéressés par des choses d'une futilité absolue, quoi, abyssale. Absolue. Donc c'est dingue. Ça, tu as l'habitude de rencontrer des gens qui oui, mais pas dans mon ont entourage. Une vacuité absolue. C'est-à-dire que ça traduit quelque chose. C'est un ami. Je dis, mais d'abord, est-ce que tu n'as pas autre chose à faire que de t'imprégner de cette espèce de conviction, de parler d'autre chose, d'évoquer autre chose avec toi, moi, ton ami. Une question de temps. Mais ça révèle les choses chez les gens. Parce que au-delà de tu l'as dit, ça. Oui. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ça traduit quelque chose chez toi qui est pas réglé. Parce que les cheveux, ça peut être autre chose, ça peut être... Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. C'est assez dingue. Mais tu vois que là-dessus, parfois, c'est de la jalousie? Oui, je pense, oui. Ouais, hein. Oui. Je pense que c'est ça. Alors est-ce que c'est à nous d'aider l'autre à ne plus être jaloux par rapport à une situation dans laquelle, à un moment donné, on se trouve? Je pense qu'il faut accompagner les gens. Ça me fait penser à mon pote Danny Boone, qui disait, quand je suis devenu très connu, ben j'ai pas changé, en fait. C'est les autres qui ont changé à mon égard. Et donc, il aidait les autres à rester simple à son contact. Et je pense qu'il y a de ça. Danny, pour ceux les auditrices et auditeurs qui n'ont pas entendu le podcast Pause avec Danny, écoutez-le, son histoire est incroyable, une très très belle personne. Et il se teint pas les cheveux non plus. Hein, non, mais il se teint pas. Tu es né et tu as grandi à Bruxelles. Papa qui était ingénieur chez Texaco, ta maman était femme au foyer à s'occuper d'enfants handicapés, 2 grands frères. Si je te dis le mot enfance, toi, ça t'évoque quoi? Là, nous deux, on est comme 2 enfants à se parler. Je pense que c'est de garder cette âme-là. D'ailleurs, on s'en débarrasse jamais vraiment. Il y a des gens qui veulent devenir adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment enfantin qui est en nous. En fait, je pense que c'est assez sage, au contraire, de garder cet esprit-là d'enfant, de s'émerveiller, de douter, d'être fragile. Je pense qu'en étant fragile, en acceptant sa fragilité, on acquiert une certaine force. Mais je suis convaincu de ça, c'est pas juste pour dire une phrase. Donc l'enfance, c'est tous les jours. J'ai aussi comme l'impression qu'on s'est arrêté à un certain âge de notre enfance et que toute notre vie, on essaye d'aménager cet âge-là, de retrouver les odeurs, les saveurs d'un instant. Je pense qu'il y a aussi des moments où tu deviens adulte, c'est quand tu perds quelqu'un. Toi, c'était arrivé à 20 ans, qui était ta petite amie de l'époque. Est-ce que tu penses que des événements comme ça, comme te font passer vite, trop vite peut-être, à un âge adulte, où là je le vois dans ce que tu fais, quand je te vois sur scène, quand je t'entends, je vois que tu as envie de t'amuser. Mais c'est des événements comme ça que tout le monde peut vivre à un moment donné dans sa vie, de perdre un être cher et de se rendre compte qu'en fait tout ça est très éphémère et très futile parfois. C'est de très vite, de nouveau, c'est de reprendre cette âme d'enfance de l'enfant pour pas verser dans... Parce qu'à ce moment-là, on peut plus vivre, on est d'une mélancolie crasse à chaque événement qui nous, par rapport aux événements d'aujourd'hui notamment, que ce soit des choses dans l'intime, on peut plus se relever. Donc c'est de toujours retourner dans l'enfance, dans une forme d'espoir, de naïveté, de candeur, parce que sinon c'est...
tout en sachant que ça transforme. Je me souviens d'avoir une discussion avec Alain Ducasse. Il me disait quelque chose que je ne savais pas. Tu sais peut-être qu'il était dans un avion, un petit avion entre deux villes. L'avion s'est crashé. Et c'est le seul survivant. Et il m'expliquait, quand il m'en parlait, à ce micro, que ça avait changé sa vie. C'est-à-dire que plus jamais il allait regarder derrière lui, il regardait toujours devant lui. Toi, la perte de quelqu'un que tu mets autant si jeune, lui aussi il était jeune quand il lui est arrivé, un peu plus âgé que toi, mais assez jeune, ça a changé. Tu penses que ça a réussi à changer quelque chose chez toi? Oui, je me suis dit, il faut que chaque jour soit une vie. Et d'ailleurs, c'est le cas. En une journée, on peut mourir, on peut aimer, on peut faire des enfants, on peut... Enfin, tout peut se passer chaque jour. Donc l'enjeu, il est quotidien. Donc oui, ça a changé quelque chose. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait tous les jours une nouvelle vie. Et de nouveau, ce sont des phrases comme ça peut paraître énorme, mais c'est quand on intègre complètement ce genre de pensée, ça change notre manière de vivre. Oui, mais tu as deux possibilités. Moi, ça m'est arrivé aussi, il y a 7 ans, de perdre une personne que j'aimais le plus au monde, qui était mon frère. Ça m'a fait travailler plutôt pour ça. Est-ce que la vie après la vie peut exister? Est-ce que ça m'a fait... Avant, j'avais une volonté absolue de vivre chaque instant, parce que je me dis, il n'y a pas de vie après la vie. Aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise, beaucoup plus sage, parce que je me dis qu'il y a une vie après la vie. Toi, quand je vois ton parcours, je me dis que tu as voulu tout prendre, tout manger, parce que tu penses encore aujourd'hui que ça va s'arrêter? Oui. Ouais. Mais je pense qu'on peut... Enfin, il y a bien la fin d'un film, la fin d'un livre, la fin d'une saison. Pourquoi il n'y aurait pas la fin de la vie? C'est comme ça. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a, à un moment donné, il y a le mot fin. Et à partir du moment où on considère qu'il y a le mot fin et qu'on l'accepte, c'est mon idée à moi, hein, c'est pas une vérité que j'essaye de... C'est pas du prosélytisme. Mais du coup, je profite des choses autrement, puisque à un moment donné, il y a le mot fin. Donc cette amie qui est morte à 20 ans, c'était la fin de quelque chose. Donc il faut arrêter, je pense, en permanence de s'inventer des mondes, de s'inventer des vies pour se rassurer. Ça sert à ça aussi, la religion. Mais alors, je respecte évidemment toutes les religions. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Mais il y a un côté... enfin, de nouveau, c'est personnel, c'est de s'en remettre tout le temps à une tierce personne. Un Dieu, une âme... Pour dire c'est au nom de lui ou au nom d'elle ça va aller mieux. Non. T'es un peu marxiste là-dessus, l'opium du peuple. En fait, imaginer que justement tu vas trouver du bonheur qui va être un peu fabriqué. C'est ça que tu... Je pense qu'il y a autant de dieux que d'êtres humains sur Terre. Nous sommes notre propre Dieu et il faut croire en soi, d'abord et avant tout. On revient sur ton enfance. À l'école, ça a été catastrophique, puisque tu as redoublé de très nombreuses fois au collège. Ce qui est intéressant, là j'en parle aussi pour toute personne aujourd'hui qui aurait des enfants, qui aurait des difficultés potentielles assez jeunes, surtout de pouvoir faire des tests pour ces enfants-là. À l'époque, pour toi, il n'y avait pas de test, donc souvent les gens considéraient que quand il y avait du retard, c'était forcément de la bêtise, et le nombre de fois que tu as certainement eu, comme beaucoup d'autres gens, tu es bête juste parce que tu prenais plus de temps, c'est ce qu'on appelle les 10, toi tu étais dyslexique, pas dyspraxique, je crois que c'était dyslexique. J'ai tous les 10 moi. T'as tous les 10, ok, parfait. Mais donc voilà, donc ça je pense que la conséquence a été terrible pour toi, j'en suis sûr, au quotidien, de penser que tu étais mauvais, parce que les gens disaient que tu es mauvais juste parce que tu avais une différence. Absolument, mais tu vois, tu parles de différence. En fait, on est différent par rapport à quelqu'un d'autre qui est soi-disant normal, entre guillemets. Mais si tu vis seul sur une île déserte avec ce genre d'attributs, t'es pas différent. Donc c'est de confronter ta manière de faire ou ta manière d'être aux autres. Donc c'est ça qui crée une différence et c'est ça qui peut créer un problème. Mais en tant que tel, c'est pas un problème, en tant que tel. Et donc il faut évoluer avec ça, grandir avec ça. Et moi, après coup, a posteriori, je regrette pas d'avoir eu ces problèmes, parce que ça m'a permis d'avoir mes aspérités et d'être devenu ce que je suis, en fait, en intégrant, entre guillemets, ces problèmes. Moi, j'ai un ami, Arnaud, qui a perdu une jambe très tôt. C'est un gros problème de n'avoir plus qu'une jambe, mais il s'est dit, ok, très bien, je vais vivre avec ça, enfin sans ça, et ça lui a permis de faire des trucs que toi et moi, enfin en tout cas moi, je ne serais pas capable de faire. C'est-à-dire qu'il a escaladé le plus haut sommet du monde, il a fait le Paris-Dakar, il a fait des courses avec une jambe. Bon, il s'est dit, ben voilà, c'est pas un problème en fait. C'est arriver à regarder ce qui est extrêmement compliqué, à regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ce qui est un travail considérable. Mais tu as raison, les gens qui ont des vraies souffrances, des vraies difficultés, qui les rencontrent, ça leur permet de trouver une voie de sortie. Et c'est vrai que quand on te voit ici, quand on imagine que tu as fait le collège en 7 ans au lieu de 4 ans, quand on pense que tu étais plutôt en bon point, parce que je crois que c'était de la boulimie que tu avais aussi à ce moment-là, on a du mal à imaginer ce parcours que tu as connu. Mais en effet,
ça t'a rendu, je sais pas dire plus fort, elle est un peu bateau cette phrase, mais en tout cas ça t'a fait devenir certainement qui tu es en acceptant, certainement en n'acceptant plus certaines choses. Je vois que tu parles très souvent, très ouvertement de ce que tu penses, des gens, des choses. C'est assez un bonheur. Mais moi je me souviens qu'en 2015, tu reçois le prix De Vos, Raymond DeVos, c'est en 2013 d'ailleurs, et en 2015 tu es chevalier des arts et lettres. Alors, ça peut paraître comme ça assez ridicule de se dire, tiens, j'ai eu une médaille, et en tant que tel, je trouve ça ridicule. Là, ce qui m'a touché particulièrement, c'est que le cancre belge, qui tout d'un coup est, entre guillemets, reconnu parce qu'il écrit des textes, alors que le cancre que j'étais, jamais de ma vie, j'aurais imaginé un jour pondre des textes qui soient reconnus et qui aient du succès, comme ça a été le cas à travers les émissions ou les bouquins, et que la cerise sous le gâteau, c'est que la France, pays d'adoption professionnelle, me remet les insignes de chevalier des arts et lettres, alors que j'ai mis 1000 ans pour sortir de l'école. Je suis toujours pas sorti de l'école d'ailleurs, j'ai pas le brevet. Donc c'était le contraste entre ma qualité d'élève et de non-maîtrise de la langue française technique. Et encore aujourd'hui, je sais pas ce que c'est qu'un attribut, enfin je connais rien à la grammaire. Et à côté de ça, on me donne... arts et lettres. Oui. Et plusieurs choses par rapport à ça. Quand tu reçois cette médaille, c'est ta maman qui est là? C'est ta famille qui est là? C'est ma famille, c'est ton tombeau, c'est justement à ton beau-papa aussi? Ouais, non, alors, à la remise, c'est ma femme qui est là, mon ex-femme, la mère de mes enfants, et mes 2 petites filles. C'est marrant, parce que dès que j'évoque ça, je suis hyper ému. À chaque fois, dès que j'évoque la famille, dès que j'évoque mes enfants, j'ai toujours la gorge nouée. Oui, pardon. Non, mais attends, mais c'est justement comment, parce que toi tu leur as dit rapidement la vérité sur ton parcours scolaire. Moi je fais partie des gens qui ont redoublé comme toi, hein. Et lorsque j'ai écrit mon premier livre, La Révolution du partage, c'est dans ma première page, et c'est la première fois que ça sortait, tu vois, j'ai sorti ça en disant, voilà, j'aime aussi la République parce qu'elle a permis des gens comme moi de redoubler, de continuer une trajectoire. Et mes enfants étaient venus me voir juste après, quand ils ont vu les premières épreuves, en disant, mais papa, pourquoi tu nous fais travailler et pourquoi tu nous dis que c'est important? Et je leur ai démontré le principe de dire, c'est pas de réussir qui est important, c'est de travailler. Absolument. Et toi, comment tu as géré ça avec tes 2 filles? Par rapport à ce parcours, j'ai essayé de leur faire comprendre que, à refaire, j'aurais préféré étudier, j'aurais préféré maîtriser la langue française pour ce qu'elle a de technique, j'aurais préféré faire le conservatoire pour devenir comédien. Tout ça est beaucoup mieux, en fait. Il se trouve que moi, j'en étais pas capable. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais motivé comme pour 10. J'avais envie de décrocher vraiment la lune, les étoiles, j'avais envie d'aller là-bas, j'avais envie de fabriquer ma fusée. En fait, si on n'a pas de diplôme, si on va pas à l'école, il y a intérêt à avoir des notions de bricolage pour fabriquer sa fusée. Et tu penses que t'en voulais au monde entier à ce moment-là? Non. Quel était ton booster dans ce cas-là pour absolument vouloir réussir? Parce que j'avais le goût de vivre, tout simplement. Le goût de... Pour moi, vraiment, la vie, c'est comme si c'était Disneyland et qu'il faut tout essayer. Il faut monter sur toutes les montagnes russes et tous les... Et qu'est-ce que tu vois quand Zélie et Ninon, qui sont tes 2 filles, montent sur ces montagnes russes? Tu dis quoi? Tu dis hop, descendez là, vous montez pas trop? Bien sûr, mon premier réflexe, c'est ça. Mais non, moi, j'ai plutôt tendance à alors, comme n'importe quel papa, je suis soucieux de leur sécurité. Mais en même temps, on a essayé avec leur maman d'insuffler pas mal de notions de liberté. En fait, la liberté, ça passe par des trucs peut-être très anodins. Moi, j'ai eu envie de leur dire qu'il y avait parce que en tant que parents, on élève nos enfants, on a l'impression que tout ce qu'on va dire, c'est parole d'évangile et que l'éducation passe par là. En fait, je pense que tout ce qu'on dit, c'est un minimum de choses et que la majorité des choses que les enfants peuvent apprendre, c'est par eux-mêmes, en fait. C'est inconsciemment tout ce qu'on fait, la manière dont on vit, c'est de ça dont les enfants se nourrissent. Donc l'exemple, il passe par des choses assez inconscientes. En revanche, je leur ai dit une chose assez tôt. Je leur ai dit, ce qui est très important, c'est que vous ayez de l'humour. Parce que avoir de l'humour, c'est une forme d'intelligence. C'est prendre du recul sur les choses. C'est prendre du recul sur soi-même, d'avoir de l'autodérision. Et ça permet d'aborder les choses par une voie détournée. Et je trouve ça fondamental, en fait, la notion d'humour. Ça réglerait bien des problèmes, d'ailleurs. Mais ça veut dire beaucoup, en fait, avoir de l'humour. Un autre sujet, l'aspect physique.
On parlait de teinture de cheveux tout à l'heure. Mais surtout, toi, c'était extrêmement douloureux plus jeune. Même chose pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui... parce que, en fait, des choses qu'on ne choisit pas dans la vie, son physique, des choses qu'on ne choisit pas forcément. Toi, ces années-là ont été assez dures quand tu étais trop gros ou quand tu disais souvent que, je ne sais pas si c'est la vérité, comme ça que tu le décris, que c'était maman qui te faisait trop manger. Alors, il y a ça. Après les conséquences, je pense que tous les adolescents du monde ont un problème à un moment donné avec leur physique. Et la crise d'adolescence, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on devient quelqu'un d'autre, on ne comprend pas qui on devient, à quoi on ressemble. Et moi, en l'occurrence, j'étais gros, et c'est le regard des autres qui me faisait comprendre que j'étais différent physiquement. Difficile d'être différent physiquement quand on est ado. Au contraire, on essaie de se ranger dans le moule, de ressembler à tout le monde, à travers les vêtements, d'avoir les vêtements à la mode, d'avoir le truc qui compte pour tout le monde, d'avoir le même téléphone que celui qui compte. Donc c'est difficile de sortir du lot à l'adolescence. Donc moi, effectivement, physiquement, je sortais du lot. Mais effectivement, parce que je mangeais, peut-être pour compenser, j'en sais rien. Là, on part dans mais tu voulais sortir justement du lot en étant... Ah non, je voulais pas sortir du lot en mangeant trop. Au contraire, je voulais... être dans le rang, quoi. Ouais, j'étais complexé par ça. Ma mère me déposait, je me souviens, elle me déposait à des cours pas de foot, mais c'était du hockey sur gazon. J'étais tellement complexé d'être en short que je me cachais dans la forêt le temps de l'heure de soi-disant de cours. Je n'allais pas au cours. Je me mettais de la terre sur mes grosses cuisses, et quand elle venait me chercher, je lui disais, c'était super en fait. Hein. Et donc à ce moment-là, ça marque quand même un adolescent. Pareil, j'étais chez les scouts. Je détestais les scouts parce que je devais me mettre en short. Très complexé. Et qu'est-ce que ça aurait été aujourd'hui avec le règne des réseaux sociaux? Ça aurait été un enfer encore? Ah ben on le voit, que les enfants qui sont harcelés, et puis c'est sûr que les réseaux sociaux, après, ça prend des proportions, des dimensions hors normes. C'est pour ça que je disais qu'il faut croire en soi, il faut être sourd à certaines choses qu'on vous balance. Mais même encore aujourd'hui, quand on développe un projet artistique ou quand on a une idée personnelle, il faut entendre ce qu'on dit, il ne faut pas tout écouter. Parce que vous allez en parler à 10 personnes et puis tu vas avoir 10 avis différents. C'est pour ça que je trouve ça vraiment essentiel de croire en soi. Et quand je parlais par rapport à mes enfants d'avoir de l'humour, c'est une manière de se positionner par rapport à ce qu'on te raconte et de voir la vie. Je suis d'accord, mais regardons le sujet aussi. Quand croire en soi, c'est quand tes parents t'inondent d'amour aussi et de confiance. C'est le cas d'Odile, donc la maman de tes deux filles. Et toi, vous les avez inondés d'amour, vos enfants. Donc oui. Elles vont certainement plus croire en elles et croire que c'est faisable. Sûrement. Toi, comment tu l'as vu? Toi qui étais, comme tes enfants, une famille divorcée, comment tu l'as vécu, cette confiance? Toi, là, je te vois, t'es dyslexique. T'es le plus gros de ta classe. Où t'as cette confiance en toi? Elle vient d'où? C'est maman qui t'a inondé d'amour? C'est ton beau-papa qui croyait beaucoup en toi, faut le dire. Hein. Ah oui, j'ai pas manqué d'amour quand j'étais adolescent. J'ai une adolescence plutôt heureuse dans le cadre familial. Enfin, alors, c'est vrai que d'être aimé par ses proches, c'est quand même très très important. Hein. Après, sinon, on passe une vie à essayer de donner de l'amour, donner de l'amour, essentiel. Ça, c'est sûr. Et ça paraît bateau comme ça, mais c'est quand même. C'est la base de tout. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu toute leur vie, ils vont le rechercher, cet amour-là, ces failles, ces manquements. Donc je sais pas, moi je pense que oui, c'est en voyant les autres faire. J'en ai déjà parlé dans des interviews, mais je voyais Jean-Louis Trintignant, pilote de course, comédien, donc je me dis donc que c'est possible de faire les deux. Je voyais les films de Claude Lelouch, donc je me dis tiens, ce cinéma-là qui est au plus près de la vie, je me dis tiens, ça me plaît bien. C'est en regardant autour de moi, je me disais, en voyant Louis de Funès, je me dis mais j'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire rire les gens. Quand tu fais rire, t'es aimé des autres, donc. T'avais quand même ce besoin-là aussi, évidemment. Mais on a tous besoin de ça. Sûr. Alors ça passe par je crois que ça se calme après peut-être, non? Oui, l'intensité se calme. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être aimé à tout prix. Ouais. Il faut se détendre 2 secondes et puis déjà, si on s'aime soi-même, ça va. Tu es le premier concerné quand même, ça va. On va aller attaquer ce sujet de pilote de course. Parfois, il y a toujours un moment où tu rencontres quelqu'un, il se passe quelque chose, il y a une rencontre qui fait... Toi, en fait, ton papa t'avait amené une fois sur un circuit, mais il y avait pas vraiment de moment, à part un accident que tu avais vu à la télévision. C'est vraiment cet accident. Tu es bien renseigné. C'est vraiment cet accident-là. Donc Gilles Villeneuve, donc le papa c'est de famille, hein, ils sont très très forts dans cette famille, les Villeneuve. Toi, c'est ça qui te voit. Il sort de là. C'est le phénix, quoi.
Bah oui, parce que je trouve ça très impressionnant, ça fait la une des journaux. Je trouve ça assez majestueux, c'est un terme bizarre quand on voit la mort de quelqu'un, mais je trouve que c'est un chevalier des temps modernes qui se loupe dans les flammes, et je me dis, mais c'est un destin hors norme, et je me dis, j'ai envie d'avoir un destin hors norme. C'est ça, en fait, tu dis, je veux être hors différent. Norme, oui, hors norme. Je veux pas être dans la norme. Tu veux pas être dans la norme. Voilà, je veux pas être dans la norme pour les bonnes choses. J'étais pas dans la norme physiquement, mais c'est chiant parce que là, tu subis. En fait, t'étais dans le gris, en fait, toi. Je voulais de la couleur. Ouais, c'est ça. Je voulais du relief, ce que j'ai encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir la vie que j'ai dans ces formes de relief, dans des univers différents. Donc, tu vois ça. Gilles Villeneuve, il faut expliquer qui c'était. C'était un champion de Formule 1, très connu, canadien, et qui avait eu donc un accident. Sur le circuit de Zolder, les essais du circuit de Zolder, il se tue à Zolder. Qui était en Belgique. Et ça fait la une des journaux, et puis il meurt dans une voiture qui s'éclate contre une barrière, et je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Voilà, bonjour à tous. D'ailleurs, ce qui est aussi à savoir, c'est que plusieurs années après, tu as un accident aussi grave. Où j'ai eu 2-3 accidents, mais voilà, je suis encore là pour en parler. Donc oui, mais sauf que là aussi, alors peut-être que les protections étaient mieux faites à ce moment-là, encore moins bien qu'aujourd'hui, mais là aussi, une fois, tu rentres toi aussi dans un mur. Et c'est les gens, quand tu sors de ce mur, ils disent, mais c'est pas toi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'avais plus de frein sur le circuit de Spa-Francorchamps qui est très rapide, et puis effectivement, je m'empale. Enfin, j'explose des barrières de sécurité, et je pense que je suis mort, et je me dis, tiens, donc la vie d'après, c'est la même que celle d'avant. T'as pensé ça, vraiment? Ah oui, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sorte de là vivant. T'as pensé à quoi quand t'as vu que... T'as vu quoi? T'as vu vraiment défiler... Les gens se posent la question comme ça, là, t'as vu la mort, parce que t'étais sûr que t'allais mourir. Oui, alors j'ai pas eu ce schéma-là comme on peut l'entendre. Au voir dans les films. Oui, je me dis, en fait, ça va se passer très vite, j'espère ne pas avoir trop mal. Mais c'est ça que tu dis? Oui, je me dis, tu vois, tu fermes un peu les yeux, tu te dis, voilà là. Et en même temps, j'y croyais pas trop, comme ça avait une intuition de dire non, mais c'est possible que ça soit maintenant, mais ça va pas être maintenant. Donc, pourquoi tu voulais être différent sur la partie comédien? C'est vraiment, tu vois, Paul Newman, Jean-Louis Trintignant, c'est vraiment ça qui te fait dire, il y a des gens ils sont au-dessus de la mêlée, ces gens-là. Oui. Ils sont exceptionnels sur 2 aspects. C'est vraiment ça qui t'intéresse, tu cherches à ce point-là. Tu dis, il fallait... Je trouve ça a la gueule de vouloir être Paul Newman. Steve McQueen, on en parle encore aujourd'hui, et des photos de lui. Parce qu'il était beau, en plus. Il était beau, mais Brel avec le temps, on a trouvé qu'il était beau. Gainsbourg, c'est pareil. Parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du physique, et qu'il faut accepter quand on n'est pas très beau, enfin, de son physique. Mais ces gens-là, ils sont devenus beaux. Alors, c'est très subjectif. Ma voisine, elle va peut-être trouver que Paul Newman, il n'était pas beau. Donc moi, j'ai pas trouvé grand monde qui disait que Paul Newman ou Brad Pitt n'étaient pas beaux. Hein. Donc, je sais pas si t'en as, toi, des gens, mais moi, autour de moi, Brad Pitt, il gagne à chaque fois. Hein. Ça, c'est sûr. Mais là... C'est que tu disais, en fait, ce sont des représentations, ce sont des symboles, et j'avais envie d'embrasser ces symboles et de me dire, moi aussi, j'ai envie d'avoir du moins l'illusion que ce que je vais faire soit quelque chose de... J'aurais pas pu, moi, être fonctionnaire. J'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, mais d'avoir des horaires bien précises le matin, le soir, d'avoir 1 heure ou 1h30 à midi pour les déjeuner et puis revenir, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, je me suis dit, pour ne pas être obligé à faire ça, je vais tout faire pour casser les codes de tous ces horaires, des lieux de travail. Je voulais travailler... Oui, je voulais me sentir libre. C'est ça, c'était la liberté. C'est la liberté que tu cherchais. T'as eu du succès avec tes filles quand tu étais plus jeune? J'avais pas du tout de succès avec les filles adolescents, et je me suis rattrapé après. C'est aux grandes dames de... Non mais c'est vrai, elle le sait, j'en ai parlé avec ma femme, mais à un moment donné, quand le succès est arrivé, c'est pas que je répondais aux sirènes, c'est juste que je me suis dit, mais donc je peux en avoir du succès avec les femmes. C'était une découverte, en fait. Et voilà, donc c'était compliqué à gérer. Avec Odile. Oui, c'est pas compatible, le mariage avec la séduction et d'emmagasiner ça et de trouver ça assez plaisant. Donc, tu vas devenir un très bon pilote automobile, excellent même. Mais ça a mis du temps à devenir bon et devenir peut-être très bon au point de gagner des championnats, parce qu'au début, c'était plus l'apparat qui me plaisait. C'était d'avoir un casque, une combinaison. Je trouvais ça chouette. Je savais pas si j'étais bon pilote. Quand tu vois aujourd'hui, je sais pas moi, Max Verstappen,
Lui, il savait à 8 ans que c'était un pilote d'exception. Donc son destin est celui-là parce que c'était un pilote exceptionnel. Et expliquons quand même aux gens, aujourd'hui la Formule 1, ça se passe toujours de la même manière. Les jeunes sont vus très tôt, ils font du karting après. Très tôt. Ça coûte très cher. Très tôt, ils le font très cher, mais il y a aussi des gens qui font les choses différemment. On prend l'exemple de Esteban Ocon, qu'on aime beaucoup ici, qui était ici il n'y a pas longtemps de ça, qui explique que c'est son papa et sa maman qui ont vendu leur garage. Oui. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient passionnés de sport automobile pour que Esteban devienne l'immense champion que c'est. Toi, tu prends une voie qui n'a rien à voir avec ça. Tu fais pas de karting, tu arrives un peu plus tard. Comment tu l'as vu là? T'avais pas vu que c'était quand même pas forcément la voie idéale et royale pour y arriver? Non, parce que si tu le vois, tu ne vas pas. Donc moi, j'avais rien vu. Moi, j'ai foncé tête baissée. J'étais trop âgé pour imaginer me retrouver en F1. Bien sûr. J'étais pas du tout dans un environnement comme les parents d'Esteban qui me déposaient au circuit pour que j'aille rouler en karting. Donc j'avais pas du tout cette culture-là. J'avais rien, en fait. J'avais pas le moindre élément. Je connaissais personne dans cet univers-là. C'était juste l'envie. Mais tu savais conduire déjà? Bien? Oui, j'ai conduit Comment tu savais tôt. Parce que mon père était très branché mécanique, on va dire. Binard. Et c'est pas compatible avec la voiture. Donc c'est moi qui le ramenais quand il fallait, au bon endroit. Et c'était donc très tôt, en fait. C'était très jeune, tu veux dire? Oui, j'avais 12-13 ans et je prenais les clés de la voiture de mon père. Donc oui, j'ai commencé très tôt. D'accord, mais ça t'amène pas en F1 de conduire ton père qui est à l'envers. Ça t'emmène dans un univers où, effectivement, assez vite, tu te rends compte que tu dois prendre les choses en main. C'est aussi, ça a conditionné ma manière d'envisager ma destinée, c'est de prendre les choses en main. Ah, très tôt. Ouais, très tôt. Très tôt, c'est de réaliser que, ok, donc si je veux arriver à la maison entier, je dois prendre cette voiture et déposer mon père. Si je veux aller sur la Lune, je dois fabriquer une fusée et pas attendre que quelqu'un vienne me chercher pour aller me déposer là-bas. Donc tout ça est venu alimenter ma manière d'être. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, pour connaître ton parcours, en fait, c'est continuellement ça. Quand tu aujourd'hui, tu écris une pièce qui est exceptionnelle, t'attends pas que quelqu'un vienne l'écrire pour toi. Tu l'écris et en plus tu la mets en scène, tu vas jouer. Donc en fait, t'as un modèle où en fait continuellement tu t'es dit si je dois attendre quelqu'un, ça n'arrivera jamais parce que tu n'avais pas forcément surtout comme ça tout ce que t'as fait. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Il y a beaucoup de gens qui... moi, j'ai des copains autour de moi qui étaient très, très sûrs d'eux quand ils avaient 18, 20 ans, en disant je suis tellement formidable qu'on va venir me chercher et c'est comme ça que ça va se passer. Et moi, je les regardais en disant, mais d'abord, ils me foutaient des complexes parce qu'ils étaient très sûrs d'eux. Ouais. Et en plus, ils avaient du succès avec les filles, donc ça t'agaçait encore plus. Bien entendu. Et puis, c'est curieux, quand je vois aujourd'hui ces gens-là, pour la majorité, ils sont à l'envers. Alors, moi, j'étais obèse, gros, quand j'avais 15 ans. Eux, c'est l'inverse. Ils étaient très fit à cet âge-là. Et maintenant, ils ont un peu de mal à se déplacer. Et ils sont pour la plupart, ils sont ruinés en psy. En divorce. Et ils vont être contents de nous écouter. Non, mais c'est terrible. C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'inversion des choses. Oui, c'est assez étonnant de voir les. Donc oui, les trajectoires de vie. Mais c'est deux secondes parce que je pense qu'il y a deux choses qu'on se dit ici. Un, les trajectoires de vie. C'est important de les analyser. Je pense qu'il y a un moment ou un autre où si tu ne travailles pas plus que les autres, ou si tu veux pas essayer de chercher, c'est ce que tu nous dis là, en fait. C'est ce que Brett dit aussi, avoir du talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et après, c'est du travail. Sur le succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. On est d'accord. Ça s'arrête là. Mais par rapport à ce que tu dis, si je peux me permettre, c'est que tu parles des mains tendues, tu parles de ça. Je pense que les êtres humains sont des complémentarités par rapport aux autres. On ne fonctionne qu'avec l'autre. On parlait du regard de l'autre. Si tu es sur une île déserte, tu sais pas si tu es grand, petit, talentueux, égoïste, généreux. C'est l'autre qui va te conditionner, qui va conditionner ta manière d'être. Donc on a besoin de l'autre. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tracer leur route tout seuls. Ça n'existe pas. On cherche toujours d'ailleurs à être accompagné dans la vie, que ce soit avec un homme, une femme, des amis, et pour réaliser n'importe quoi, il faut une complémentarité. Je suis convaincu de ça. Et donc ce que je veux dire, c'est par rapport aux mains tendues, c'est qu'il faut toujours aider quelqu'un ou se faire aider par quelqu'un pour aller un peu plus loin. Est-ce que parfois, tu me parlais d'être avec des gens, est-ce que parfois tu as besoin d'être seul? D'aller marcher seul, d'être seul? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais je ne me sens pas tout à fait seul parce que je pense qu'il y a un peu de monde dans ma tête, donc je me convoque beaucoup. T'es accompagné. Oui, mais vraiment, dès mon plus jeune âge, je me parlais et je me disais, Stéphane, à 3, il faut qu'on fasse ça.
Et de compter jusqu'à 3, je me sentais obligé d'accomplir la chose que je m'étais promise de faire en comptant le chiffre 3. Donc je disais 1, 2, parfois je m'arrêtais, mais si je disais 3, il fallait que je le fasse. Mais donc je me convoquais beaucoup, encore aujourd'hui. C'est marrant parce que c'est une histoire que tu connais certainement. Vous êtes 2 dans ta tête, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, et c'est pas de la schizophrénie. C'est juste une réunion de groupe. On parlait du rêve d'enfant. La Formule 1, tu l'as réalisée récemment en conduisant une Alpine sur le circuit Monza en Italie. C'était l'occasion d'un documentaire qui a été fait par Canal+. Idole Jackie X, Esteban Ocon. Tu nous racontes ce moment? C'était vraiment pour toi? Déjà, tu devais te remettre fit, refaire. Non, mais c'est un truc de fou. Ce documentaire, enfin, ce que ça raconte, c'est un truc de fou. C'est que... Et d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire, mais depuis que je fais ce métier... j'ai fait différentes choses. Je n'ai jamais eu autant de retours de gens qui m'ont écrit pour me parler de ce documentaire. C'est tout simplement, par rapport à mon métier, il y a quelqu'un chez Alpine qui me dit, si ça te fait plaisir de rouler dans quelques courses en coupe alpine, nous, ça nous fait un peu de visibilité, et toi, ça te fait kiffer, donc viens, on t'invite d'autres courses. Et je fais d'autres courses. Et puis je me retrouve en réunion chez les gens d'Alpine, et ils me disent, tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien faire aujourd'hui, enfin désormais. Et comme s'il me demandait, est-ce que tu veux boire un café? Et je dis, mais j'aimerais bien rouler en Formule 1. Mais je le dis à la blague. Et en plus, je pense que si je roule dans une F1, avec un peu d'entraînement, je serais pas ridicule. Mais je m'attends à ce que la personne en face de moi se marre. Et il me dit, mais c'est possible. Banco. J'ai mais c'est-à-dire que c'est possible. Il me dit, mais si tu m'amènes un média, on peut envisager la chose. Rien n'est gratuit sur Terre, hein? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, hein. Et puis je sors de là, j'appelle Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, que j'avais fréquenté à l'époque de mes chroniques. Très je sympa. lui laisse un message, je lui dis, écoute Maxime, j'ai peut-être la possibilité de rouler dans une F1 moderne, et l'idée c'est de faire un documentaire sur l'entraînement et le roulage éventuel, et d'expliquer que en fait la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie. Et il me répond quelques heures plus tard en disant, je sais pas très bien ce que tu me proposes là, je comprends pas tout ce que tu me dis, mais ok, pour un documentaire de 52 minutes. Donc je rappelle Alpine, et là ils me disent, dans les 6 mois tu roules en F1. Et donc on a établi un programme d'entraînement physique, technique, parce que j'étais sur le simulateur à Einstone, qui est comme un jeu vidéo, mais pour apprendre les rudiments de la F1. J'étais m'entraîner à nouveau sur une monoplace au Castellet. Donc j'ai suivi tout un parcours pendant des semaines et des semaines. On a filmé tout ça. Et donc ça retrace ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, parce que je parle évidemment du métier de comédien. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé sur le circuit de Monza. J'avais appelé Jackie, ce grand champion. Je lui dis, voilà, il y a un documentaire qui va être réalisé sur ma pomme. J'aimerais beaucoup t'interviewer et te dire à quel point tu as compté dans ma vie. Pareil avec Claude Lelouch, pour lui dire à quel point le fait d'avoir tourné avec Jean-Louis Trintignant, ça avait conditionné beaucoup de choses chez moi. Et donc, les deux ont accepté. Et surtout, Jackie m'a dit, mais tu vas rouler quand? Parce que j'aimerais bien être là, en fait. Et donc, ce grand champion que j'avais vu quand j'étais petit garçon sur la plage de Knokke-le-Zout, en le voyant avec des étoiles dans les yeux, des années plus tard, le fait qu'il me propose d'être mon chaperon au moment où j'allais me glisser dans cette Formule 1, c'était extraordinaire. Et donc, j'ai essayé cette voiture d'Esteban Ocon sur le circuit de Monza, et c'était fou, quoi. Et le documentaire s'appelle « De la piste aux étoiles ». Stéphane, on passe à une autre pause amicale. On l'écoute. Salut Stéphane, c'est Esteban. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi. Premièrement, ça a été un plaisir de te coacher à Monza l'année dernière. Mais je voulais savoir comment est-ce que ton coup allait le lendemain. Est-ce que tu avais des grosses courbatures ou est-ce que ça l'a fait? Est-ce que tu as gardé des bons restes de l'époque où tu roulais? Et puis, qu'est-ce qui t'a marqué aussi le plus avec cette F1 moderne comparé à ce que tu roulais toi à l'époque, il y a quelques années. Donc voilà, j'espère que tout va bien de ton côté et j'espère te revoir bientôt. Ciao Stéphane. Sympa, hein. Bon, je vois que t'es ému quand on parle de tes enfants, mais aussi quand on parle de... Mais je trouve ça tellement adorable. Alors le coup du risque...
J'ai pas été... Pas trop... Ouais, t'as pas eu peut-être suffisamment de tours pour avoir ces 7G ou 8G Non, ou... en même temps, les F1 modernes, elles ont ce halo autour de la tête qui sert d'appui. Donc ça va. J'avais beaucoup plus de difficultés quand je roulais en 3000 à l'époque où il n'y avait pas cette protection. Donc ça, c'est pas trop de problèmes de physique. Ce que je retiens de cet épisode, c'est pour ça que je suis ému. De nouveau, pardon. C'est que Esteban, c'est un grand champion de F1. Et les champions de F1 aujourd'hui, on se rend pas compte de ce que c'est. Ce sont des athlètes de très très haut niveau. Et le fait d'avoir pu non seulement côtoyer et vivre de près ce que c'était qu'une Formule 1, mais surtout avec la bienveillance d'un garçon comme Esteban Ocon. C'est ça, moi, qui m'émeut. C'est de voir des gens qui sont au sommet du sport automobile, et quel sport, et d'être aussi attentionné. Il a été, en fait, absolument adorable avec moi, Esteban. Il m'a accompagné, il m'a encouragé, il m'a rassuré. Et donc, le fait de l'entendre encore aujourd'hui dans ce même ton-là, c'est ça qui me touche beaucoup. Et juste parce que ça va peut-être amuser certaines personnes, pour aussi répondre à la question qui était de savoir ce que je retiendrais de cette expérience dans une Formule 1 moderne, il me l'avait dit en fait, il m'a dit, tu vas voir, le freinage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que la première fois que j'ai freiné avec cette voiture, parce qu'il faut savoir une chose, comme ce sont des Formule 1 qui sont très 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 élaborés techniquement, l'ingénieur qui m'a vu monter dans cette voiture m'a dit, déjà je sais pas ce que tu fous là, parce qu'il y a personne, il y a aucun civil, parce que je suis devenu civil aujourd'hui, qui monte dans ce genre de voiture, parce que ça n'a pas de prix, et qu'on en a besoin, donc tu peux pas la mettre dans le rail. Mais le paradoxe, c'est que... Ça vaut combien une voiture? Mais ça n'a pas de prix, c'est des millions. Et il m'a dit, il n'est pas question qu'elle se termine dans le rail, cette voiture, mais donc, pour qu'elle n'aille pas dans le rail, il faut chauffer les pneus. Donc ça veut dire qu'il faut rouler vite, il faut chauffer les freins, ça veut dire qu'il faut rouler très très vite, et il faut aller à fond avec le moteur, parce que sinon on va l'abîmer, il va se casser. Donc tu dois rouler quasiment à fond, sans mettre la voiture dans le rail, voiture dans laquelle tu n'as jamais roulé. Donc il me dit, voilà, avec cette équation, amuse-toi. Et effectivement, le freinage, la première fois que j'ai freiné avec cette voiture, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites. Et Esteban m'avait très très bien expliqué tout ça. Et je le salue d'ailleurs, Esteban, et j'espère le croiser prochainement. Merci Esteban pour ta question. Donc, début en course, donc tu enchaînes des petits boulots, tu n'as pas énormément d'argent pour justement pouvoir te payer un baquet. Tu deviens alors pilote professionnel, on est en 1985. J'y vais rapidement au championnat Procar, tu décroches donc le titre de champion de Belgique, de BMW Compact Cup, c'est ça, hein. Quand tu soulèves ça, quand tu es champion de l'année, t'es fier, t'es content, t'es heureux, c'est juste un autre sommet et tu concentres au prochain. J'ai toujours une impression d'être évidemment, mais ce terme revient dans la bouche de tellement de gens, d'être illégitime là-dedans. Je me sentais pas légitime. Syndrome de l'imposteur. Ouais, complètement. Et donc quand je soulève cette coupe, je me dis, mais donc ça veut dire que je suis champion. Ah c'est bon, c'est les autres regards qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est ça que tu dis? Non, à ce moment-là, c'est que je me dis, tiens, cette fameuse discussion que j'ai avec moi-même, je me dis, ben, ah ouais, donc on a la coupe, quoi. T'as gagné une course. Ah oui. Donc tout ça, en fait, était assez justifié. C'était pas vain de rêver à décrocher ces étoiles-là. Parce qu'à un moment donné, oui, j'étais ébloui par ces étoiles, donc ça veut dire que j'ai vu la lumière de ces étoiles. Et en levant la coupe, je me suis dit donc, ce petit garçon qui rêvait de pilotage de course, c'était pas que un mirage. C'est du concret, donc ça valait la peine d'imaginer tout ça. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait arrêter? Tu sais que tu as atteint ton plafond? Parce que j'ai envie d'être comédien et qu'à un moment donné, je rencontre celle qui deviendra ma femme et la mère de mes enfants. Odile, donc. Odile, des années 2000. Et puis, ça fait 15 ans que j'ai fait de la course. J'ai assouvi ma passion. J'en ai vécu à tous les niveaux. Et il est temps pour moi de passer à autre chose et d'embrasser la carrière artistique. Parce que là aussi, sinon, j'allais arriver trop tard. Déjà que c'était fort tard. Avant, donc tu es coécrit avec Odile donc d'Outremont la série humoristique File dans ta chambre. Tu es avec elle avant d'être coécrit ou tu deviens avec elle parce que tu coécris, en gros? Est-ce que c'est ton... Non, j'écrivais déjà des choses, j'écrivais beaucoup. Donc vous êtes mis ensemble avant de coécrire ou... Non, on s'est mis ensemble, moi j'avais déjà un projet, ouais. Et je la croise, enfin je la croise, je vois une première fois une très jolie femme à Bruxelles et j'étais avec un pote et je lui dis tiens qui c'est? Il me dit mais c'est une femme qui s'appelle Odile, laisse tomber, elle va se marier, donc c'est pas pour toi. Puis je la recroise 6 mois plus tard, je suis de nouveau avec mon pote, je dis mais c'est qui? Il me dit tu m'as déjà fait le coup, je te rappelle c'est Odile, elle va se marier. Ah mais donc elle n'est pas encore mariée, non, mais elle va se marier. Et je revois une 3e fois cette personne, à ce moment-là je l'aborde, mais c'était pas elle, c'était son sosie.
Et donc je lui dis, mais Odile, non, je suis pas Odile, moi. J'ai dit, mais pardon. Donc je dis, waouh, enfin, je deviens fou. Mais vraiment son sosie. Et la 4e fois, je la revois, et là, je retourne vers elle, en je dis, mais donc, tu es le sosie d'Odile? Non, je suis Odile. et je dis, mais c'est toi donc qui va te marier? Non, non, c'est fini avec mon mec depuis 10 jours. Ah bon? Voilà. Et puis après, on a déjeuné, on s'est mariés. Et oui, très vite, je lui ai proposé d'écrire parce que elle me parlait de son amour de l'écriture et qui s'est confirmé après parce qu'elle a sorti 3 bouquins formidables, dont le dernier qui s'appelle Une légère victoire. Et je dis pas ça parce que c'est Odile et que c'est la mère de mes enfants, mais elle a un talent fou, voilà. Et donc très vite, j'ai lu ses écrits et je lui ai dit, mais il faut qu'on écrive ensemble des choses. Et à noter aussi, hein, c'est que, pas uniquement pour le bien de vos filles, mais la relation avec Odile se passe très bien. C'est pas forcément toujours le cas quand les parents divorcent. Hein. En tout cas, on le voit comment tu parles d'elle ou elle parle de toi. C'est toujours dans des termes qui sont très positifs. Mais quand tu épouses quelqu'un et quand tu fais des enfants à quelqu'un, après la vie peut t'amener à te séparer. Mais je comprends pas, moi, en fait, les gens qui... Enfin bon, bref, il y a toujours des bonnes raisons ou de mauvaises raisons pour se disputer, mais je comprends pas, en fait, quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as fait des enfants avec quelqu'un, que ça devienne ton ennemi. Moi, c'est ma partenaire de vie, en fait, Odile, c'est... C'est Odile. T'as raison, que dès qu'on parle de famille, ça t'émeut. C'est fou, hein. C'est beau. Donc, Canal+ Belgique, RTBF, France 2. Ouais. Et là, ça y est, t'es rentré. C'est vrai que t'as refusé le rôle du jardin dans Un gars, une fille? C'est vrai cette histoire ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est une autre série. D'accord, qui a bien marché. C'était c'est laquelle? Avec Arnaud Ducret et ça s'appelait Pas en mode d'emploi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc il m'avait convoqué il m'avait proposé le rôle et donc j'avais fait le pilote, puis j'ai fait le 2e pilote, puis le 3e pilote, et puis ils m'ont dit bon ben voilà, il faut qu'on signe. Et à ce moment-là, Jamel me propose de faire un programme court qui s'appelait La petite histoire de France, et Canal+ me dit bon ben donc on va démarrer avec toi tes chroniques. Et je dis, mais il y a France 2 qui me propose, par mode d'emploi, qui va reprendre ce genre de format comme Un gars, une fille. Et Canal m'a dit non, c'est soit tu viens chez nous, soit mais tu feras pas les deux. Et alors il y a Jamel qui dit non, mais viens avec moi. Et donc j'avais 3 trucs en même temps. Et donc c'est pour ça que j'ai refusé par mode d'emploi, et que j'ai refusé Jamel, et que je suis parti sur Canal+. Et je suis évidemment tellement heureux d'avoir accepté ça. Je te retrouve après en 2010, tu fais TF1, parce que là tu parles l'un à l'autre, mais tu fais aussi TF1, une série Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Il y a d'abord un autre truc avec TF1, c'est que, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce qu'on en parle moins, c'est que j'ai un copain qui m'inscrit dans un concours, je crois que j'ai 30 ans à ce moment-là, parce que Jean-Pierre Foucault lançait un appel. Oui, tu faisais les coulisses, c'est ça? Oui, en fait Foucault avait lancé une opération qui disait prenez ma place. Et donc il cherchait des animateurs potentiels, et il faisait le tour de France avec des castings et des auditions. Et j'ai un copain qui m'inscrit à ça en disant mais c'est pour Stéphane ça. Et un jour il me dit ben voilà, t'as rendez-vous à Lille demain à 18h. C'est-à-dire pourquoi? Et il m'explique le concept. C'était pour Miss France? C'était pour avoir un vivier d'animateurs. Qui pourrait le remplacer. Et à ce moment-là, il y avait De Chavannes qui faisait Ciel Montmardi. Et moi, j'adorais, comme beaucoup de gens, voir De Chavannes dans Ciel Montmardi. Et si j'avais dû faire de la télévision en tant qu'animateur, j'aurais voulu être De Chavannes à l'époque. Et donc, c'est pour ça que le mec m'inscrit à ce genre de choses. Et donc, j'arrive à l'audition. Il y a Foucault qui est là. Et il me dit, avant de démarrer quoi que ce soit, il me dit, quoi qu'il arrive, on met ça en boîte, et puis on fait le tour de France, et dans 6 mois, 8 mois, vous aurez nos nouvelles, parce qu'on va sélectionner des gens, et puis voilà. Et donc, je crois que je fais une impro. Non, oui, parce que tu faisais partie de la Ligue d'impro aussi, en parallèle, plus jeune, donc t'es très bon en impro. J'aime bien ça, c'était une école de vie pour tout. Après, l'impro, c'est formidable, parce que ça nous apprend à écouter l'autre, à l'observer, à emmagasiner un maximum d'informations enfin bref. Pour le battre. C'est ça en tout cas, c'est un jeu, c'est une bataille. Oui, c'est pour jouer avec lui. Ouais. C'est pas pour le battre, justement, c'est pour jouer avec lui. Pour jouer avec lui. Et donc je fais un truc avec Foucault. Il se demande vraiment qui est cette personne un peu bizarre que je suis quand je fais mon audition. Et le lendemain, je reçois un appel de la production. C'était Gérard Louvain à l'époque qui m'appelle. Gérard Louvain, c'était un grand producteur à l'époque. Énorme. Et il m'appelle et il me dit, j'ai vu votre audition hier avec Jean-Pierre, est-ce qu'on peut se voir à Paris demain?
Et j'étais à Bruxelles, moi j'étais retourné à Bruxelles. J'ai dit, ben oui, oui, si vous voulez. Donc j'hallucinais un peu. Et le lendemain, je me retrouve dans les bureaux avec Foucault. Et Louvain me dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire, voilà, ben, en télé, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, ben, waouh, je peux, Ciel Montmardi, j'aimerais bien faire Ciel Montmardi. C'est de Chavannes, moi, qui m'anime. Ok, alors, en attendant, là, on n'a rien sous le coude de Ciel Montmardi, mais c'était pas chez eux. On a une idée pour toi, si tu vas faire les coulisses des Années Tubes, qui est une grosse émission de variété tous les vendredis soirs, et tu fais ce que tu veux. Tu te balades dans les coulisses, tu interviews les gens. Et je me souviens, la première, c'était, il y avait un cadreur qui me suivait, j'étais avec un micro, et j'étais avec, j'interview Ricky Martin, j'interview Jennifer Lopez. Je parle pas anglais, donc déjà, elle comprend rien à ce que je raconte, et ça devient un sketch. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Donc c'était ma première expérience. T'as dû aimer. T'étais bien payé. J'ai adoré faire ça. Très vu. Oui, j'ai adoré faire ça, mais c'était... alors c'était pas fondamentalement moi, parce que j'étais pas très assuré, mais c'était à l'image de tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devenait énorme. Je me retrouve dans une émission qui était vraiment un Barnum hallucinant. Je me souviens, j'ai même eu un direct en soir avec Muriel Robin. On devait improviser un truc. Mais ouais, enfin, je pourrais vous raconter comme ça 1000 anecdotes. Mais... Et donc la question, c'est qu'à ce moment-là, il faut bien imaginer, c'est que tu es inconnu du grand public. Oui. Et donc là, tout d'un coup, on te voit apparaître sur... Mais ça me donne pas une notoriété, c'est juste que c'est quoi cette espèce de type bizarre dans une émission. C'est après, parce qu'il faut du temps en fait pour... c'est long, hein. Pour construire un véritable impact auprès des gens, enfin construire, pour avoir un impact auprès des gens. C'est Canal+ qui fait la bascule. Et pourtant Canal+, encore une fois, n'est pas très vu. C'est pas le 20h de TF1, c'est ça que je veux dire par là. Mais c'est la récurrence et le fait surtout que tu sois différent. La différence dont on parlait tout à l'heure, oui. Là, elle était marquée. Elle était marquée, mais elle était assumée. C'est-à-dire que je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours écrit de cette manière-là. Je me suis toujours amusé avec les mots. Donc le supplément. Donc le supplément. En fait, Maïtena, c'est Biraben. Maïtena Biraben. Je la fais hyper courte. Christelle Graillot, qui est tête chercheuse chez Canal+, qui essaie de repérer les talents de demain pour les Miss Météo, pour animer des émissions, pour devenir acteur dans des séries Canal. Elle va voir tous les spectacles et elle convoque des gens. Et une fois par an, elle convoque plein de gens et elle les fait jouer, elle enregistre leurs auditions. Et puis ce DVD circule dans toute la chaîne et puis les gens viennent piocher là-dedans les talents éventuels. Et donc elle m'appelle 1 fois, 5 fois, 10 fois et moi j'ai 45 ans ou 44 ans, je me drape dans mon orgueil en disant je vais pas de nouveau passer des castings pour Canal+ pour devenir Miss Météo. Ce n'est juste pas possible. Et elle insiste sous les conseils de Camille Chamou, comédienne qui est mon amie à l'époque, une pote, enfin qui est toujours ma pote d'ailleurs. Et à la 10e fois, je me décide d'aller à Paris pour faire un espèce de sketch face caméra que je trouve consternant. Et elle me dit c'est super, on vous rappellera. Plus de nouvelles. Et ce n'est qu'1 an plus tard qu'elle me dit voilà, j'ai un créneau pour toi pour faire la météo dans la matinale de Canal. Et là je me dis bon, j'ai raté ma vie quoi, si c'est pour tout ça pour aller faire la météo à 6h30 du mat dans la matinale. Et j'accepte de le faire. Et je dévie un peu la météo, je fais autre chose. Pourquoi tu acceptes de le faire? Tu as besoin d'argent, c'est des notoriétés, pourquoi tu acceptes? Parce que je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. C'est compliqué à ce moment-là? T'avais pas grand-chose à côté? Non, je vivais ma petite vie de comédien. Ouais. Je le fais parce que je me dis, bon, à l'arrivée... En fait, j'ai la productrice qui me convainc de le faire. À ta façon? Ouais, et j'y vais. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Et j'arrive là, et je fais mon papier. Et c'était la première fois que je faisais des chroniques absurdes, comme je le ferai plus tard. Et dès la première émission, ça cartonne. Le lendemain, il y a le président de Canal, Bertrand Méheux, qui m'appelle en disant « Bienvenue, je vous ai vu, vous êtes formidable. » Je dis « Mais vous êtes qui ?» Je m'appelle Bertrand Méheux. Bertrand Méheux. Ah ok, Bertrand Méheux. Et donc je vais voir, c'était le président de Canal. Et là je me dis tiens, il s'est passé un truc. Donc je fais quelques mois de matinale. Et puis Laurent Bon, excellent producteur, notamment de Quotidien aujourd'hui et du Grand Journal à l'époque, me dit voilà, je vais faire une émission qui va s'appeler Le Supplément, nouvelle émission. Et je te demande de faire toutes les semaines une chronique comme tu l'as faite à la matinale. Et c'est là où ça devient un truc de fou, où je me rends compte qu'en fait, être tous les dimanches chez les gens, avec quelque chose qui leur plaît, et là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Tu sais faire, donc merci aussi à Laurent Bon, parce que c'est des gens qui arrivent comme ça à détecter des talents, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui demandent. Évidemment, Christelle également. On peut faire le catalogue de tous tes projets, cinéma ou théâtre. Barbecue, c'était un de tes premiers films. Le jeu de Fred Cavaillé, Un peuple et son roi. Je vais en sortir un certain nombre. Théâtre, Le prénom de Mathieu Delporte et Alexandre de la Patéière. Un amour de jeunesse, À la vie, à la mort. Un léger doute.
Donc la question d'ailleurs, c'est que devient un acteur quand le public n'est plus là pour applaudir? Ça se passe comme ça, donc il y a une sorte d'absurde derrière tout ça. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu, ça m'a amusé évidemment. Je suis venu te voir, mais c'est pas ça qui m'a amusé. Moi, ce qui m'a amusé, c'était après entendre les gens. J'adore ça. Tu sais, quand je sors, j'adore le théâtre. Donc je sors des pièces de théâtre. J'adore entendre les gens dire ce qu'ils pensent, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient encore en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait à la fin? Donc on va pas dévoiler tout. Process de création, comment tu fais pour écrire? Comme d'habitude, c'est la même chose que quand tu faisais pour quand tu étais Mister Météo, c'est la même chose? Tu prends du temps tout seul, tu mets de la musique, c'est quoi ce process de création? Là, c'était d'abord la condition, ce qui m'a conditionné à écrire, c'est deux choses. La première, c'était le Covid, où effectivement, je me suis posé la question de savoir ce qu'un acteur, une comédienne, un comédien devient s'il n'y a pas le public. Donc il a plus cette fonction-là, de facto. Donc là, ça m'intéressait d'écrire là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est que j'étais à l'époque avec une comédienne. On cherchait une pièce à jouer ensemble, on ne trouvait pas de pièce. Et donc je lui dis, alors on va se servir soi-même, on va écrire une pièce. Et elle me dit, je ne sais pas écrire de théâtre. J'ai dit, mais moi non plus, je n'ai jamais écrit de théâtre. Mais il y a toujours une première fois, donc essayons. Donc on a commencé à écrire la pièce. Après 5 minutes, elle m'a dit, non, mais c'est pas mon truc. Et moi, j'ai continué. Et 2 mois plus tard, j'avais la pièce. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né, cette pièce. Après, et tu t'es séparé de... Et après, je me suis séparé de la comédienne, mais j'ai gardé la pièce. Elle t'avait la pièce, au moins. Comment tu choisis un acteur, justement? C'est toi qui les as choisis? C'est moi qui les ai choisis. C'est le directeur du théâtre avec toi? Comment ça se passe? C'est très vite quand j'ai écrit, là en l'occurrence le rôle c'était pour cette comédienne, mais une fois qu'elle était plus dans l'histoire, oui, moi j'écris en pensant à quelqu'un. Et j'avais dessiné les contours du rôle d'Éric Elmostino. Et puis dans un premier temps, il pouvait pas le faire, donc j'avais pensé à mon ami Gilles Gaston-Dreyfus, avec lequel je fais une quotidienne sur France 5 tous les soirs, dans C'est à vous, les radoteurs pour ne pas le citer. Et donc je pensais à Gilles. Et les premières lectures ont été faites avec Gilles. Et c'était formidable parce qu'il avait tout de suite la bonne couleur du personnage. Donc je me suis dit, mais c'est chouette, parce qu'il a compris, et c'est cette couleur-là. Donc oui, je me projette... Là j'ai d'autres projets d'écriture, j'imagine clairement les comédiens et les comédiennes. Ça tombe bien que tu nous dises ça, parce qu'on a une nouvelle pause amicale, Stéphane. Je te propose de l'écouter. Salut cher Stéphane, je te sais en très très bonne compagnie avec Alexandre Mars pour son podcast que j'ai eu la joie de faire il y a quelques temps maintenant. Écoute, voilà, on m'a demandé de te poser une question, on se connaît très bien et donc voilà, je sens te surprendre parce que tu sais que j'ai adoré ta pièce Un léger doute que j'ai vue au Théâtre de la Renaissance. C'est le directeur de théâtre en fait qui te laisse ce message. Quand est-ce que je peux lire ta deuxième pièce? Parce que la première était tellement bien que j'ai très très envie de voir et de lire Stéphane de Groot, auteur dramatique. À bientôt. C'est mon ami. Ouais, FX, François-Xavier de Maison, oui, qui est un très bon comédien, un acteur, mais aussi un directeur de théâtre. De théâtre de l'œuvre. Exactement, théâtre de l'œuvre. Donc et il est producteur de vin aussi. Producteur de vin. D'ailleurs, son dernier spectacle qu'il avait, de One Man Show, on parlait tout à l'heure d'humoriste, c'était justement sur... Enfin, Divin. Ce qui s'appelle Divin. Donc, ça, allez justement voir un directeur de théâtre qui est un de tes meilleurs, de tes plus proches. Ça serait une... Pourquoi tu n'y as pas pensé, ça? Pourquoi la pièce, elle n'était pas libre? Le théâtre de l'œuvre n'était pas libre? Non, parce que je voyais ma pièce dans un théâtre comme Édouard VII ou comme la Renaissance, et pas au théâtre de l'œuvre. En revanche, celle que j'écris là, que j'ai commencé à écrire, elle pourrait se retrouver à l'œuvre, oui. C'est plus adapté à ce que je veux écrire, qui serait assez différent de ce que j'ai écrit là. C'est une pièce à 2 personnages, un homme et une femme d'un certain âge. Plus pour Dussolier, Garcia, ou plus pour Berléand. Voilà, donc c'est plus ce registre-là. Donc ça, on voit que tu as tous tes potes qui risquent de jouer avec toi. Et puis si tu es chez FX, bon, ce sera sympa. Les soirées vont être animées. Comme ça l'a été sur Champagne, qu'on a tourné ensemble. Et je crois que j'ai mis vraiment, sans mentir, j'ai mis un an à m'en remettre. Tellement c'était... C'est un souvenir merveilleux, c'est-à-dire que on te propose de tourner pendant 2 mois dans une région magnifique, d'être logé dans un hôtel magnifique, et de tourner avec des gens qui sont tes amis, des gens que tu aimes. C'est là où j'ai rencontré vraiment Éric Elmostino, c'est là où j'ai passé 2 mois avec mon ami François-Xavier, Elsa, Zilberstein. Non, on était toute une bande très joyeuse. Tu disais, j'avais lu ça de toi, je ressens tellement le besoin d'être au bon endroit que je suis constamment en recherche. Mais oui, ça s'appelle la quête. C'est ça. Et de rechercher. J'aime bien ça. De nouveau, il y a la notion de mouvement. Je vous propose maintenant une pause musicale. Stéphane, quelle est ta chanson culte?
La quête de Brel. On va en écouter un extrait. Sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances. Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir eu la patience de m'attendre et de m'avoir accueilli. C'était un bonheur. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.